Mon enfance appartient sans aucun doute à mon père, à ma mère, à mes parents. Et Dieu sait que la famille chez nous est grande. Je ne veux oublier personne. Et puis, bien sûr, au pays qui m'a vu naître, du moins au coin du pays qui m'a vu naître. Et puis, ils ne me l'ont pas rendu. Je n'avais pas encore cessé de grandir quand je suis parti du Congo. En 1946, j'avais 15 ans. Et donc, je n'ai pas eu la relation privilégiée qu'on a avec son père, avec sa mère, du moins, au sein familial, pour qu'on vous restitue d'une façon presque intégrale votre enfance. Tu sais, quand tu étais enfant, tu étais comme ceci, tu étais enfant, tu étais comme cela. Je n'ai pas eu ce genre de récit que tout enfant connaît. Alors, j'ai dû presque faire un effort colossal de mémoire pour essayer de me remémorer mon enfance. Alors cela me revient par petites bribes. Est-ce que l'imagination seule supplée à toutes les carences que j'ai signalées tout à l'heure, ou est-ce vraiment que mon souvenir a été assez fidèle parce que, d'une façon ou d'une autre, j'étais marqué par les événements que je me rappelle. Je me souviens d'un paysage de lumière, des grands soleils tournoyants. Je ne sais pas où j'ai vu cela, mais c'est un des premiers souvenirs que j'ai de mon enfance. Et ceci a laissé chez moi des douleurs intenses, de crises de paludisme, etc. Et puis aussi, j'étais un enfant déjà infirme donc de la jambe et courant très peu. Les enfants courent beaucoup, ont des jeux très turbulents auxquels je ne pouvais pas participer du fait de l'infirmité que j'avais. Donc cela me mettait tout de suite à l'écart. Et ce souvenir que j'ai très ridicule de moi-même, me voyant dans une espèce de clairière, effectivement sur la plaine de Pointe-Noire, la plaine côtière, il y a des grandes herbes. Et dans ces grandes herbes, je me vois dansant seul, parce que j'avais vu danser des adultes et que leur danse me paraissait quelque chose de séraphique. À ces danses, j'aurais voulu participer, mais j'étais interdit de participation, comme interdit de jeu. Alors je dansais seul. Je pourrais même dire dans les savanes, parce que sur aucun chemin que j'ai pu arpenter, je ne me vois pas ne pas danser. Je dansais. Et mon enfance, c'est sans doute un divorce avec l'enfance, parce qu'après tout, l'enfance, c'est fait d'un certain nombre d'attentions subtiles, de gestes que je n'ai pas eu, bien sûr, parce qu'on ne me l'a pas raconté. Alors, à la limite, je pourrais dire que je n'ai pas eu d'enfance, si ce n'est que des souvenirs, mais qui ne sont pas fiables, et je ne pense pas qu'il soit d'un grand intérêt de les rappeler ici. Que dire d'autre, si ce n'est que un jour, je suis parti, presque délivré, un peu vivant a posteriori un rêve qui avait été déclenché par un propos de mon père, qui un jour m'a dit je t'emmènerai à... Il faut que je le dise dans la langue du pays pour montrer toute l'ambiguïté du terme. Il parlait de Mputu. Mputu, Mpita. Mpita, c'est le village où vivait ma mère, et Mputu, c'était l'Europe. Et moi, j'ai compris Mpita, et je croyais que je devais retourner ma mère, quand je devais aller en France. Et c'est 10 ans plus tard que j'ai pris le chemin de France, sentant presque une délivrance, parce que ce soleil dont j'ai parlé, ces crises de paludisme incessants, et puis mon père pris par la guerre dans les forces de France libre, je vais pendant quelques années pérégriner, aller de parent en parent, c'est-à-dire de non-lieu à non-lieu, et me sentant presque cerné par quelque chose contre quoi je ne pouvais pas me défendre. Alors, et la prophétie du père, la promesse du père se réalise en 1946. Et en 1946, donc, à l'entrée de l'adolescence, je prends le chemin de France. Vous voyez, donc mon enfance tient à très peu de choses, par une absence d'enfance, effectivement. Donc, fichu mon destin. Sauvez seul mon cerveau. Laissez-moi un atout, rien qu'un cerveau d'enfant, où le soleil courait comme un crabe embêtant, où les mers refluaient, m'habillaient de coraux. Ils ne conviendront pas qu'enfant j'eus les boyaux durs comme fer, et la jambe raide et clopant,
J'allais terrible et noir et fièvre dans le vent. L'esprit, un roc, m'y faisait entrevoir une eau. Et ceux qui s'y baignaient se muaient en soleil. Je m'élançai vers eux des crocs de mon sommeil. Dans ce rut fabuleux, ma tête s'est fêlée. Et je suis parti, donc, amené par mon père en France. Mon père était parlementaire, était élu député à la Constituante et puis aux différentes législatives. J'arrive en France en 1946 et je ne comprends plus. Alors que, avant ce départ, donc pendant le séjour en Afrique, j'étais un sous-homme. Car même si en 1943 je rentre à l'école européenne, et je pourrais dire que je suis le premier nègre à rentrer à l'école européenne en Afrique équatoriale, mes petits camarades ne m'acceptent pas comme tel. Je suis un sous-homme, je suis un nègre. Et quand j'arrive en France, ma première réaction, c'est de ne pas trouver de nègres ici, mais des sous-hommes à peau blanche. Alors c'est un choc, même pour un adolescent, que je vite surmonter, parce qu'après tout, j'ai été vite étourdi par tout un tas de choses, la Tour Eiffel, le musée Grévin, le Louvre, Versailles, tout un enchantement, plein d'énigmes, bien sûr, parce que je ne comprenais pas exactement quel sens avait tout cela. Mais ce qui restait quand même assez présent, c'est cette préoccupation de savoir où j'étais, dans le milieu où je me trouvais, bien sûr, mais où j'étais par rapport à moi-même. Est-ce que j'étais encore dans ce soleil tournoyant de mon enfance, rêvé ou pas rêvé, vécu ou ne pas vécu, et tout s'arrête lorsque, me trouvant dans une colonie de vacances, je fais ma dernière crise de paludisme. Là, j'étais sevré une fois de plus contre une chose maléfique. Je faisais un rejet d'une chose qui ne me poursuivra plus. Un soleil incommodant, je ne le verrai plus, je ne le subirai plus. Alors j'étais dans une sorte de nirvana, mais c'était une erreur, parce que commençait une autre saison en enfer, en quelque sorte. La saison en enfer, c'est le mal de se situer. Autant je me situe mal dans mon enfance, autant je me situe mal, précisément, même dans l'adolescence que j'allais vivre, d'une façon plus ou moins bâclée, c'est un fait. Bon, mes études sont un enfer plein de doutes. Je ne crois pas au latin, je ne crois pas au grec, je me trouve mal à l'aise. Par exemple, à lire Corneille, notamment une pièce, les Horaces, je trouve ça imbécile que Camille soit sacrifié et que d'autres triomphent. Alors, je commence par écrire une suite de Camille, et je sauve Camille. Bien. C'est un refus même de ce qui est encore proposé comme solution à tous mes fantasmes. Maintenant, l'enfant dormira. Naguère, il fut le sang rouge. Le sang rouge, on le mit d'abord dans un panier à crabes au milieu des crabes. Puis, on le mit dans un mortier au milieu, entre marteau-pilon et enclume, et sans femme hystérique pilèrent. Sans femme hystérique pilèrent les reins cambrés jusqu'à la racine du jour, elles pilèrent. Des coqs sensuels se mirent à geindre, 100 coqs chantant le feu. Maintenant, le feu surgira de partout, des pieds, des mains, du ventre, des lèvres. 100 coqs et 100 femmes, dont l'une d'elles était vivante, et nôtre, et mère. Au dernier jour, le sang rouge pilé noir, le sang rouge pilé borgne, le sang rouge pilé aveugle, aura un bec du meilleur acier, aveugle, mais juste, et crèvera le feu, Dieu merci. L'écriture, chez moi, est venue d'une façon tout à fait invraisemblable. Un peu par réaction à une dérision. Interdit d'enfance, interdit de jeu d'enfance. Ça m'a poursuivi longtemps. Je ne pouvais participer à aucun jeu. Même adolescent, on a des jeux assez vifs. Et au lycée d'Orléans, qui était un ancien couvent, je crois, un lieu assez sinistre, comme tous les lycées d'ailleurs, on chahutait dans la cour de réaction, comme on chahutait dans la classe. Et alors, à ce chahut, je ne pouvais pas participer. Je ne pouvais pas participer parce que j'étais, mais littéralement, rejeté par les autres. Parce que, bon, je ne pouvais pas courir. Alors, l'hiver aidant, la mauvaise saison aidant, et ayant un pied qui était presque un baromètre, j'étais handicapé. Alors, je restais dans mon coin. Quand on est seul ou on est fou, on fait des gestes que d'autres ne comprennent pas, ou on est poète. Bon, alors j'étais poète. Et comme j'étais poète qui ne produisait rien et qui ne pouvait rien produire à la demande qu'on me faisait « montre-nous tes poèmes », alors un jour j'ai fait une chose invraisemblable, répréhensible. J'ai reproduit un poème de Tino Rossi. C'est la première fois que je raconte cela. Et il y avait un camarade
que beaucoup de gens connaissent, c'est Peniel Elongué, qui lui, par contre, il écrivait des poèmes et il a découvert la supercherie. À l'heure de rage, j'ai écrit cette suite de Corneille, mais c'était un devoir de classe. Bon. Et puis ensuite, les années venant, j'ai découvert que des poètes existaient encore. Alors que jusqu'à présent, j'avais cru, ma foi, que les poètes n'existaient pas. S'ils n'existaient, que ce n'était que par moquerie. Et alors, ayant découvert que, ayant fait une supercherie, je pouvais me rattraper. Alors, je me suis mis à écrire. Et cela remonte à bientôt 30 ans. C'est, disons, aux alentours des années 50 que j'écris sérieusement. Sérieusement, c'est-à-dire que j'ose montrer sans avoir honte, sans craindre des jugements péremptoires ou des jugements qui seraient voisins de moquerie. Et il a fallu pour cela, d'ailleurs, que je découvre que Gide était mon voisin, que Aragon était vivant. Et puis à la grande libération, c'est Arthur Rimbaud. Parce qu'entre-temps, ayant découvert les poètes français du Moyen-Âge, Rudebeuf, Marot et compagnie, j'ai fait de la poésie scolaire. Bien, ces modèles-là, il a fallu aussi les brûler et puis essayer de ne plus les suivre, parce qu'après tout, ils vous entraînaient dans un essai d'anéantissement qui n'était pas acceptable. Donc, une seconde réaction. J'ai eu comme ça un certain nombre de réactions, et bénéfiques, maléfiques, Dieu sait. Un jour, il faudra se prendre, marcher haut les vents, comme les feuilles des arbres, pour un fumier, pour un feu. Qu'importe. D'autres âges feront de nos âmes des silex. Gare aux pieds nus, nous serons sur tous les chemins. Gare à la soif, gare à l'amour, gare au temps. Nous avons vu le sable, nous avons vu l'écueil, qui l'ignore. Nous avons les fleuves et les arbres. Qui le dira? Maintenant, il faudrait que je vous parle un peu de ma relation avec mon père. On a mal reproduit un certain nombre de propos que j'ai tenus au cours d'interviews antérieures. J'ai adoré mon père saintement. Je crois que tout enfant a eu cela, a eu ce sentiment de vouloir mourir avant ses parents. Et mon père est mort trop tôt, hélas, avant que je ne puisse verbaliser la relation sans doute privilégiée que j'aurais pu avoir avec mon père et que j'avais sans doute tacitement avec mon père. Mon père est au Congo et sans doute en Afrique un homme très en avance de son temps, un autodidacte, disons, ou un homme qui s'est fait tout seul, avait une classe supérieure à la moyenne de ce que l'on voit, même présentement en Afrique, sur le plan de la stature intellectuelle, sur le plan de la stature morale. Un homme pour qui j'aurais bien voulu mourir, pour qu'il puisse continuer à vivre, parce qu'il avait sans doute beaucoup de choses à apporter. Si je me réfère à l'histoire de notre pays, il est tombé bien bas, faute d'avoir cette force morale de dépassement. Nous étions 17 enfants sous la responsabilité de mon père en 1946, quand je suis arrivé en France. En fin de compte, mon père avait 4 enfants à lui. Il avait adopté 6 enfants de son frère, qu'il traitait sans discrimination, tout au contraire, même montrant à l'envers de mes cousins germains beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de réponse qu'à mon égard, et encourageant ses compatriotes, ceux qui pouvaient faire quelque chose pour leurs enfants, de le faire, alors que d'aucuns souhaitaient recourir à une bourse. C'était un trait de caractère et de force morale qui lui a été reproché par la suite. Mais mon père rêvait d'un pays où même la différence clanique, tribale, soit un élément d'enrichissement plutôt qu'un élément de séparation ou de ségrégation. Visionnaire même souvent sur le plan politique. J'ai lu tout récemment ses déclarations ou ses interventions à l'Assemblée nationale, que ce soit la constituante, à la consultative et autres. C'est vraiment la marque d'un homme politique de très grand génie. Bien, je n'ai pas eu, moi, de père à fils, la relation nécessaire. Peut-être parce que, traditionnellement, le père et le fils ne se parlent pas tellement. Aussi parce que je décevais mon père, qui rêvait que je sois un tribun, du moins un homme de droit, et j'étais tordu.
tordu dès l'enfance. Je m'excuse de ce mauvais jeu de mots, de ce mauvais calembour, mais de toute façon, je n'ai pas fait le droit que mon père souhaitait. Je ne m'en sentais pas capable de le faire. Oh, j'ai fait autre chose. Ce que je dis est tout à fait vrai, d'autant plus que lorsqu'en 60, je me suis retrouvé nez à nez avec mon père à Pointe-Noire. Mon père m'a promené dans tout Pointe-Noire en me présentant « Voici mon fils, il est poète ». Et il m'a même amené jusqu'à Louango, me présenter au roi « Voici mon héritier ». Ça signifie malgré tout que même, parce qu'il y a toujours incompréhension entre un père et un fils, parce qu'on n'a pas la possibilité, enfant, de comprendre, de déchiffrer correctement ce que l'adulte veut, mais à la fin, je crois qu'il y a eu une parfaite compréhension entre mon père et moi, et j'en suis très heureux, et j'en garde un souvenir éblouissant. À l'aube, j'ai dû me situer par rapport au soleil vertical sur mes paumes. C'est pourquoi je jure d'être fidèle à l'aube. On m'a demandé la preuve de ma fidélité. J'ai répandu mon sang, et très tôt, j'ai rencontré ceux qui marchent sur le sang des autres. Des bataillons de globules en fleurs, des bataillons de limaces en fleurs acclamaient. J'ai vexé le soleil en voulant revivre avec un sang sali, en ne vivant que pour moi, cet équinoxe perpétuel. Le jour qui égale la nuit n'égale pas ma présence nouvelle. J'ai des frères. L'eau ne tiendra pas dans mes paumes, pas plus que l'eau du puits ne contiendra mon visage. Je ne puis donc être à personne, ceux qui ont même chair, ceux qui ont même douleur. Le soleil m'a dit qu'il m'écraserait s'il venait à moi. Le soleil m'a dit que mon âme n'est pas plus rigide que mon épine dorsale. Que vaut une poubelle sans l'ordure qu'on y jette? Je n'ai donc pas eu assez d'orgueil pour ne pas accepter la mort. Mon sang atteint le large. Déjà, la marée monte. Ai-je choisi d'être crustacé? Mot de tête pour mot de tête, qui n'a d'oreille pour mes silences latents. La mer reflue, brisez les conques marines. Mon premier poème réel, celui qui pouvait être marqué du sceau d'une originalité, et je mets le mot originalité entre guillemets, est un hymne au RDA, suite aux événements de Bobo Dioulasso, où les premiers massacres, les premières réactions contre les mouvements d'émancipation africaine commencent. J'ai écrit ce poème et je l'ai signé Delgoza, 1948, et je l'ai envoyé à mon père. Mon père l'a fait lire à Césaire, et il m'a écrit, et c'est une des premières lettres que je reçois de mon père, où cette relation dont je parlais tout à l'heure éclate. Il dit j'ai montré ton poème à Césaire, il le trouve excellent, je publierai dans l'AF Nouvelle, en parenthèse, je ne sais pas s'il a jamais été publié, mais il faudrait que tu écrives sous un pseudonyme à consonance plus africaine, textuelle. Bien sûr que je partage avec mon père une passion, le Congo. Le Congo, d'ailleurs, que je rencontre pour la première fois, le fleuve, matériellement. En 1946, quand je vais de Pointe-Noire à Brazzaville, et que m'étant échappé l'après-midi, ayant pris un pouce-pouce, mode de locomotion qui a disparu à Brazzaville et à toute l'Afrique, je crois. Et pendant des heures, je suis resté sidéré devant ce fleuve. C'est inouï, c'est inimaginable, c'est un bras de mer, c'est tout ce que l'on veut. Il ne peut que charrier une grande abondance de générosité. Bien sûr, ceci va marquer toute ma poésie, non pas par une recherche ou par un besoin de trouver un chenal ou le lieu d'une originalité. Le Congo, c'était la quête politique de mon père et c'est la mienne. Le feu, le fleuve, c'est-à-dire la mer à boire en suivant le sable. Les pieds et les mains au-dedans du cœur pour aimer. Ce fleuve qui m'habite me repeuple. Autour du feu, vous ai-je seulement dit ma race? Il coule ici et là un fleuve. Les flammes sont le regard de ceux qui le couvrent. Je vous ai dit ma race. Elle se souvient de la teneur du bronze bu chaud. En France, je reste 14 ans. Et en 60, un coup de tonnerre, c'est la réelle indépendance de l'Afrique qui commence.
alors que j'avais vécu les phénomènes de la loi cadre des indépendances de 58 ou ceux de août 60. Mais en juin 60 commence vraiment pour moi une geste magnifique, celle de Patrice Lumumba. Et je suis croisé. Je pars sans armes et bagages, avec une passion contenue et parfois tonitruante, et j'arrive à Kinshasa et je rencontre l'homme le plus fascinant que j'ai jamais rencontré après mon père, Patrice Lumumba. Pendant 3 mois, ça va être pour moi une vie intense. Je crois que je n'ai jamais vécu 3 mois d'une façon aussi intense que les 3 mois que j'ai passés à Kinshasa, d'où à octobre 60. Enrichissante. Pourquoi? Parce qu'il y avait une préfiguration de la matérialité de ce que j'avais rêvé et de ce que mon père avait souhaité. Et alors, je vais faire des rapprochements qui sont peut-être un peu hâtifs ou qui plaident pour mon propos, mais mon père est mort le 16 janvier 1961. C'est la mort de Lumumba. Elle se situe environ ces dates-là. Et je le dis d'autant plus volontiers parce que j'ai vu Lumumba, à qui j'étais présenté, se montrer révérencieux, respectueux, envers moi qu'il croyait être mon père. Ça avait beaucoup de sens pour moi, et une signification irremplaçable. Voilà ma grande aventure au Zaïre, qui tient sur 3 mois, mais 3 mois d'un travail intense. Et c'est la première fois d'ailleurs que je travaille en Afrique. Et alors, une passion à laquelle on a participé d'une façon ou d'une autre, et qui fait de vous un rescapé, vous apporte nécessairement beaucoup de désillusions. Bon, après tout, comme me disait un de mes congénères, et compatriotes même, me disait, tout le monde ne peut pas être martyr. Je crois que c'est l'absolution que j'ai reçue à ce moment-là. Je ne pouvais pas être à la place d'Okito, je ne pouvais pas être à la place d'Mpolo, à côté de Lumumba. Alors, ceux qui survivent doivent peut-être avoir un autre apostolat. Mon apostolat, c'est magnifier le Congo, privilégier le Congo. Ce n'est pas une vue étriquée d'un nationalisme borné, loin de là, mais c'est la possibilité de se donner. Car dans ma poésie, dont nous parlons peut-être tout à l'heure, le fleuve, qui est le symbole, qui est la matérialité fluide du Congo, ce fleuve se jette à la mer. C'est donc une vision qui prépare au don total de soi. Ma vision de nationalisme qui rejoint celle de Gandhi n'est pas une vision d'étroitesse d'esprit, de chauvinisme, de clocher. C'est pas une vue sevrante ou annihilante. Tout au contraire, c'est une vision d'éblouissement et de don total, car la passion n'a que ce sens-là. Rire du même rire que les vivants ne fait le soleil plus étroit que cette main tendue à tous les étiages pour demeurer un frère au cœur de ceux qu'on tue. Ne me demandez pas de mourir pour leurs yeux. Si j'ai trahi, je sais quelle soif chante à rauque dans ma gorge coupée pour demeurer un frère au cœur de chair battue. Il faut haute richesse et la sève calleuse pour guérir le fruit mûr de la bave des morts, guéri le jour des pleurs. Une nuit ploie mon âme, je cherche un chemin pur. J'ai eu la promesse d'être un arbre stérile. J'ai joui des vents amers, joui à perdre mon sexe. Je me tourne le dos. Toi, roule mes scandales, fleuve sœur, fleuve mère. Je l'ai ensemencé, mon champ fleuri d'étoiles. Son enclos est un fleuve quand les perroquets parlent. Les crocodiles rient du même rire jaune que la boue de ce fleuve. Un sanglier rêva, il y avait le ciel bleu, il était dans sa bauge. Les arbres sont tombés et leur sève collait le silence à la chair, sans rien changer au monde. Je n'ai pas su manger le pain que j'ai rompu. Prenez-le sur ma bouche. Mangez mon pain de mie, vous qui avez failli. Vous sauverez votre âme. La joie vous est gagnée. Ma faim est une perle
je la donne à qui dîne contre du pain entier. Suer du front, main forte, salaisant le levain, qu'il soit feu, qu'il soit flamme. Celui que j'ai rompu est pierre angulaire où bâtir un seul temple entre 7 clés du fleuve, à ciel hautain, ouvert. Pierre en chien de fusil pour la mort qu'on me donne. Pierre si la joie manque au souvenir du sang. Pierre si le jour tarde. Assemble les étoiles, fais-les paître à l'aurore. Assemble les passants, fais-les boire à ma gorge. Assemble les iguanes, fais-les battre tam-tam. Va, file au fil de l'eau, la tranche de l'épée au jugement dernier. Par l'épée rompt le pain, tends la main, fais l'amour. Par l'épée ta moisson sera sans ivraie. Rêve, ô sanglier mon cœur. Il y avait le ciel bleu, il était dans ma bauche, il a culbuté l'arbre que j'étais dans le vent. Bien sûr, il y a un parallèle avec tout ce que je viens de dire. Ce que j'ai écrit, je voudrais le résumer brièvement, ne serait-ce qu'en citant les titres que j'ai pu publier. C'est le mauvais sang, c'est Feu de brousse, c'est Atriche-cœur, c'est le ventre, c'est épitomée, c'est l'arc musical, c'est... Je ne vais pas continuer. Bien. Le mauvais sang, c'est presque l'évacuation de toutes ces successions de frustrations, de sevrage prématuré. Feu de brousse, c'est l'exorcisme, car on allume un feu de brousse pour anéantir les monstres, pour éclaircir les lieux les plus propices à recevoir la semence, la bonne semence. Atriche-cœur, parce qu'on n'est pas seul dans le monde, il y a les autres, avec qui, sans doute, et je le dis vulgairement, il faut avoir un peu de diplomatie pour vivre en communion avec, en pré-communion, dirais-je, pas la vraie, pas la totale. Et puis il y a le ventre, pour mieux se situer, c'est le lieu de naissance, là où l'on prend racine. Épitomée, c'est le résumé d'une histoire. Depuis, il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter, mais en fin de compte, l'essentiel est déjà là. Et maintenant, je vais être un peu plus prosaïque. Bien sûr que les premiers temps où je me suis ouvert à l'écriture, j'étais assez prolixe, assez productif, etc. Mais j'avais le temps. J'étais libre de moi-même. Et voilà que en 60, au moment même où je choisis d'aller à Kinshasa, 15 jours avant, m'était né un fils pour qui il fallait que je sois le père. Donc, j'ai eu des obligations, disons, sociales. De 55 à 60, je n'en ai aucune. Il y a moi, avec mon petit nombril et avec une grande idée devant et à la poursuite de cette grande idée. Et puis en 60, j'ai moi et mon fils. Et puis toujours la grande idée. Bon, j'ai eu un temps de vide. Je me suis occupé d'un certain nombre d'autres choses, non moins importantes. Et maintenant, je reviens à la littérature parce que je pense que c'est par là que je participe le plus pleinement à la poursuite de cet idéal de mon adolescence. Alors, j'ai écrit, effectivement, il y a d'autres recueils qui sont en cours de parution, j'ai fait jouer une pièce, mais qui ne date pas non plus d'aujourd'hui, car tout chemine depuis le jour où j'ai vu le jour. En fin de compte, le Zoulou, je le traîne depuis 1957. Et c'est maintenant qu'il voit le jour. Après tout, il y a les femmes qui portent un enfant pendant 9 mois. Je le porte pendant 20 ans, mais c'est pas mauvais. Et je pense plus particulièrement à mes jeunes compatriotes pour qui l'écriture est une impatience. Il faut paraître. Je pense pas que ce soit essentiel. Ce qu'il y a, c'est d'être. L'écriture, c'est une façon d'être. D'être soi-même, mais totalement. C'est une question de maîtrise de soi. Je suis le bronze, l'alliage du sang fort qui gicle quand souffle le vent des marées saillantes. Le destin des divinités anciennes en travers du mien. Est-ce raison de danser toujours à rebours la chanson? J'étais amant affolâtré avec les libellules. C'était mon passé. Ma mère me mit une fleur de verveine sur ma prunelle brune. Je sentis mon sang allié sourdre des cadences rauques où bâillaient des crapauds pieux comme des amis. Très pur le destin d'un crapaud. Un pays tout latérite, des cauchemars qui fendent le crâne avec la hache des fièvres.
J'accuse la lumière de m'avoir trahi. J'accuse la nuit de m'avoir perdu. En vain je promène une morte dans mon destin, et le rire des mers, et mon cœur en lisant, et ce fleuve si lisse où ne poussera le liseron fin. Je porte au monde 2 mains, et leurs 10 doigts pour une arithmétique élémentaire, où se chiffrent naître, aimer, mourir, et le corollaire qui est du corail colorié. De mémoire d'homme, l'orgueil fut vice. J'en fais un dieu pour vivre à la hauteur des hommes d'honnête fortune. Je suis homme, je suis nègre. Pourquoi cela prend-il le sens d'une déception? L'exigence d'écrire, ce n'est pas seulement d'être exigeant dans ce que l'on écrit, mais il faut être aussi exigeant vis-à-vis de soi-même. C'est une chose d'ailleurs que j'ai connue beaucoup. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui me connaissaient en tant que poète, qui avaient lu mes poèmes, et ne pouvaient pas imaginer que je ris, que ce soit moins grave que ce que j'écrivais. En fin de compte, je suis et grave, et pas sérieux, et goguenard. Je ne me suis jamais pris au sérieux. Même parlant ici, j'essaie de faire des clins d'œil à ceux qui m'écoutent pour dire, bon, celui-là, c'est un farceur, et qu'ils le prennent comme tel, c'est aussi bien que s'ils le prenaient autrement. Donc, dans ce que j'écris, et dans ce que je suis, il y a à un moment donné un divorce, où je suis le modèle, ou ce que j'écris est le modèle, mon modèle. Toujours est-il que j'écris en compétition vis-à-vis de moi-même. Je veux à chaque moment me dépasser aussi. Parce qu'après tout, je ne suis pas satisfait. Je le dis tout de go, dès le début d'ailleurs. Un verre de mauvais sang, je suis homme, je suis nègre. Pourquoi cela prend-il le sens d'une déception? Mais il est décevant d'être homme. S'il y a déception parce qu'il y a une vue magnifique, sublime de ce que l'homme devait être. Bon, voilà. Alors, si j'écris ce que je viens de citer et qu'on infère là, il ne s'aime pas, il n'est pas bien à sa peau, on a raison. Mais on peut comprendre cela aussi comme une quête frustrée de ce qui pourrait être mieux que donner cette image d'un pantin grotesque, ridicule, sanguinaire, bravage, paillard, et Dieu je sais quoi. Et nous sommes cela aussi. À toute tête debout, salut. Dans 1 heure, je vais japper. Je veux bien d'une main consoler, qu'on me laisse de l'autre torturer ce cœur qui se meurt. Ah, quand le soleil dansait, quelle vie l'eau recélait-elle parmi les algues. J'étais une lame de cette mer torride, libre à moi d'être du bestiaire que je voulais d'homme, moins sanglant, moins friand d'oursin noir. Des mots qui font tache d'huile me venaient quand ma bouche en feu sur ton front laissait une trace d'aube. J'étais facteur d'aube. J'étais facteur d'orgue et de balafon pour un chant à la mesure de chaque espoir. Mais les épis, sans discernement, se laissaient battre. Malheur à l'oiseau ivre. À quoi bon japper? C'est de l'arc musical qu'il faut jouer en ces pays. Lorsqu'au cours de cet entretien, je fais référence à Rimbaud et à mes premières lectures, on pourrait me demander, mais alors quid des écrivains africains ou de l'Afrique, etc. En fin de compte, je parlais de ce qui m'ont éveillé à la littérature. De toute façon, je me suis assez expliqué sur mes relations avec le reste de la littérature africaine ou noire, avec la négritude, et j'entends Senghor tout récemment dire Chikaya m'a contesté ou les Shanka m'a contesté, ils seront contestés par leurs enfants ou leurs cadets. Tant mieux. Et c'était là une grande ouverture d'esprit. Alors j'accepte la contestation, bien sûr, mais est-ce que l'Afrique est si peu présente dans mon œuvre? Ce n'est pas si vrai que cela. Si on prenait comme ça mes poèmes, on verrait que souvent je fais un peu ce que la tradition a toujours fait, à savoir que je reprends un poème là où il a été laissé, je reprends un certain nombre de thèmes là où ils ont été laissés, je les pousse le plus loin possible. Je n'ai pas inventé le mythe du feu, je n'ai pas inventé le mythe du fleuve comme trait d'union. Il n'y a pas une pharmacopée sur les bords du Congo, peut-être même en toute l'Afrique, où le soufre, le sel, ou même la cendre, n'y paraissent
comme un élément essentiel de cette pharmacopée. Je ne peux pas citer la tradition parce qu'elle est anonyme. C'est peut-être pour cela qu'il est plus facile de citer des auteurs étrangers. Mais pourquoi pas Senghor, Césaire, etc. Bien sûr que j'ai lu Césaire, et par moments même je me suis appliqué à le parodier même méchamment. C'est une forme de réaction contre l'aîné. Contre l'aîné, non pas parce que je niais à l'aîné une certaine densité, ou une certaine personnalité, ou une certaine réalité, loin de là. Parce qu'après tout, il fallait qu'il disparaisse à un moment donné pour que je sois. Traditionnellement, du fait des classes d'âge, l'aîné, la parole de l'aîné est tellement importante. Et puis j'ai découvert, après coup, par un dicton qui m'a été répété par un oncle qui est mort, que j'essaie de traduire mot à mot, ce que dit le vieux, l'aîné, est sucré. Mais croit-on que la bouche de l'enfant, ou du cadet, ou du plus jeune, a été cousue? Ça signifie que ce que peut dire un enfant peut être aussi écouté. Pourquoi en 1955, 56, ou même toutes les années qui sont passées, écoulées depuis, y avait-il que la négritude? Alors, ma réticence à citer ce que je dois à Senghor ou à Césaire, etc., c'est le fait simplement de refuser qu'on m'en mette dans un ghetto. C'est ce refus de ce ghetto qui fait que cela. J'habitais les palais insonores de l'oubli, mon cœur au poing. Un temps de chien fit battre une porte, mon corps, une porte ouverte au seuil de tous. C'était le seuil du vent, où veillait une femme qui rompit un rêve agile aux dépens d'un fétiche. Depuis, il m'a poussé au cœur 1000 excroissances, qu'a pris d'or un bourreau marchand à mes fétiches. Tout mon peuple vit de ce commerce-là. J'habitais les palais insonores de l'oubli. Pour moi, la poésie, c'est d'abord le fait d'être capable de dire. Pas de témoigner, parce que témoigner, ça prend déjà une connotation d'élu, etc., ou d'appeler, mais de dire et de converser avec l'autre. L'autre m'a souvent manqué, je le dis sans fausse pudeur. L'autre m'a manqué, la rencontre m'a paru toujours très impossible, très difficile du moins. Ma rencontre avec le Congo est difficile, ma rencontre avec la femme aimée est difficile, la rencontre avec la vie est difficile. Alors donc, j'essaie de rendre cette rencontre possible en parlant. Non pas parce que je crois que ce que j'ai à dire est essentiel, mais je pense que toute vie est irremplaçable, alors que toute vie doit pouvoir donner à autrui ce qu'elle est. Sans pour cela, ma foi, qu'on véhicule une espèce de mort, d'être supérieur ou d'être élu. Un poète est un être comme un autre, c'est aussi un forgeron, c'est aussi un mécanicien, c'est aussi un éboueur, c'est aussi un maçon. Il participe à la même grande œuvre, avec ses moyens qui sont des moyens de parole. Or, si je m'en réfère encore une fois, et ce n'est pas tellement une chose judéo-chrétienne, aux évangiles, c'est bien universel. Au commencement fut le verbe est nôtre. Et puis après tout, nous sommes une civilisation de l'oral. Pourquoi me priverais-je de parler? Il venait de livrer le secret du soleil et voulut écrire le poème de sa vie. Pourquoi des cristaux dans son sang? Pourquoi des globules dans son rire? Il avait l'âme mûre quand quelqu'un lui cria « Sale tête de nègre !» Depuis, il lui reste l'acte suave de son rire et l'arbre géant d'une déchirure vive. Qu'était ce pays qu'il habite en fauve, derrière des fauves, devant, derrière des fauves? Son fleuve était l'écuelle la plus sûre, parce qu'elle était de bronze, parce qu'elle était sa chair vivante. C'est alors qu'il se dit « Non, ma vie n'est pas un poème. » Voici l'arbre, voici l'eau, voici les pierres, et puis ce sacerdoce du devenir. Il vaut mieux aimer le vin et se lever matin, on le lui conseilla. Mais plus d'oiseaux dans la tendresse des mers, sale tête de nègre. Il est le frère cadet du feu. Ici commence la brousse, et la mer n'est plus que le souvenir des mouettes, toutes dressées, dent à dent, debout, contre l'écume d'une danse capitale. L'arbre était le plus feuillu, l'écorce de l'arbre était la plus tendre.
Après la brousse brûlée, que dire de plus? Pourquoi dans le vin y avait-il de l'absinthe? Pourquoi remettre dans les cœurs et les caïmans et les piroguiers le flot du fleuve? Le grain de sable entre deux dents. Est-ce ainsi qu'on voit le monde? Non. Non, son fleuve était l'écuelle la plus suave, la plus sûre, c'était sa chair la plus vive. Ici commence son poème de vie. Il fut traîné dans une école, il fut traîné dans un atelier, et il vit des chemins plantés de sphinx. Il lui reste l'arc suave de son rire, puis l'arbre, puis l'eau, puis les feuilles. C'est pourquoi, vous le verrez, les piroguiers de pied ont repris au remorqueur de coton français leur clameur. Ce vol est un vol de colombe. Les sangsues ignoraient l'aigreur de ce sang-là, dans l'écuelle la plus saine. Sale tête de nègre, voici ma tête congolaise, c'est l'écuelle la plus saine.